Chapitre 16. Popok-Kivís. Vous entendrez comment Popok-Kivís, lui, l'élégant Yénadise, que des gens appelaient l'imbécile orageux, vexa le village avec son dérangement. Vous entendrez tout sur ses torts, à propos de sa fuite devant Yawata, et ses fantastiques transformations, ainsi que la fin de ses aventures. La tente de Popok-Kivís était sur les bords des grands lacs, sur les rivages du lac Gitchegumi, sur les dunes de Najo-Vudjou. 20 yeux étincelants le regardaient férocement, comme des yeux scintillants de loup le regardant. Alors le chanceux Popok-Kivís dit, « Dans mon wigwam, je suis seul, dans mes divagations et mes aventures, j'aurais besoin d'un compagnon, ainsi j'aurais un Meshinova, un gardien, et un porteur de pipe. Je suis prêt à miser toutes ces victoires, tous ces vêtements entassés autour de moi, tous ces vampoums, toutes ces plumes, contre un célibataire en gage, toutes ces richesses contre le jeune homme là-bas. » C'était une jeunesse de 16 étés, c'était un neveu d'Yagou. Les gens l'appelaient le visage embué. Comme le feu brûlant dans une tête de pipe rouge crépusculaire sous les cendres, même sous des sourcils hirsutes, les yeux du vieux Yagou rougissaient. Il répondit très farouchement, « Og ?» Ils répondirent tous et chacun, « Og ?» Le vieil homme saisit le bol en bois, inséré avec ses doigts osseux, le bol fatal, Onagon, le secoua farouchement et furieusement, faisant résonner les morceaux ensemble, puis il les jeta à terre devant lui. Les deux grands Kénabik étaient rouges, les hommes du Nord, les Ininevug, étaient rouges, les Cantons, les Chéchébvug, étaient rouges, les 4 Ozavabik en cuivre, étaient noirs, seul le poisson, le Kigo, et le Tomahawk étaient blancs. Donc seulement 7 des morceaux comptaient. Alors le souriant Popok-Kivís secoua le bol, et jeta les morceaux. Il les lança légèrement en l'air, et ils tombèrent éparpillés autour de lui. Sombres et lumineux les Ozavabik, rouges et blancs les autres morceaux, et un Ininevug se plaçait debout parmi les autres, toujours aussi malin. Popok-Kivís était resté seul parmi les joueurs, leur disant, 8 fois 10. Le jeu est mien. 20 yeux étincelants le regardaient farouchement, comme des yeux étincelants de loup le regardant, au moment où il s'en retournait et partait pour son wigwam, suivi par son Meshinova, par le neveu d'Yagou, par le grand et gracieux des trousseurs, portant dans ses bras les victoires, les ayant dépouillés de leurs chemises en cuir de chevreuil, de leurs tuniques d'hermine, de leurs ceintures de vampoum, leurs pipes et leurs armes. Popok-Kivís dit au jeune garçon, « Emporte tout. » Lui indiquant avec son éventail en plumes, « À mon wigwam loin à l'est, sur les dunes de Najo-Vudjou. » Les yeux de Popok-Kivís pétillaient comme des braises rouges fumantes, au fur et à mesure qu'il avançait, par un frais matin d'été. Tous les oiseaux chantaient gaiement, tous les ruisseaux coulaient rapidement, et le cœur de Popok-Kivís chantait, avec le même plaisir que les oiseaux ont à chanter, battant la mesure avec triomphe comme les ruisseaux, comme il déambulait par le village, dans l'aube grisonnante du matin, avec son éventail de plumes de dinde, avec son panache de plumes en forme de cygne, allant jusqu'à terre, jusqu'à ce qu'il atteigne le wigwam le plus à l'est, c'est-à-dire la tente d'Yawata. Elle était silencieuse et déserte. Il ne rencontra personne dans l'embrasure, personne ne vint lui offrir l'accueil. Mais les oiseaux chantaient tout autour, autant en dedans que au dehors, et faisaient la ronde dans l'embrasure, sautillant, chantant, virevoltant, s'alimentant, et sur le haut de l'arête des poteaux, Kagaji, le roi des corbeaux, était assis avec des yeux ardents, battit des ailes à la vue de Popok-Kivís, et cria, « Tous sont partis. La tente est vide. » Alors, c'est ainsi que Popok-Kivís médita dans son cœur, pensant à faire du tort. Yawata l'irréfléchi est parti, l'insensé Cascade est parti, Nokomis, la vieille femme, est partie, et la tente est laissée sans surveillance. Il saisit le corbeau par le col, le faisant tourbillonner en rond comme un hochet, comme quand on secoue une pochette de médecine. Il le secoua tellement, qu'il étrangla Kagaji,
le corbeau. Laissant son corps sans vie suspendu, à l'arête des poteaux du wigwam, comme un affront pour son maître, comme une injure pour Hiawatha. À pas furtif, il entra, mettant furieusement tout en désordre dans la tente, jetant les choses ménagères tout autour de lui, les empilant ensemble, dans la confusion la plus totale, les bols de bois, et les bouilloires d'argile, les tuniques de buffle et de castor, les peaux de loutre, de lynx, et d'hermine, comme un affront pour Nokomis, comme une injure pour Minéa. Alors est parti Popockivis, sifflant, chantant au travers la forêt, sifflant gaiement aux écureuils, lesquels à partir de branches creuses au-dessus de lui, lâchèrent leurs coquilles de gland sur lui. Il chanta gaiement aux oiseaux des bois, lesquels hors de l'obscurité feuillue, répondirent à une chanson aussi gaie. Alors, il monta sur les hauts plateaux rocheux, regardant vers le Gitchegumi, puis il se percha sur un sommet. Après avoir créé des ennuis, il attendait plein de gaieté, le retour d'Hiawatha. S'allongeant sur le dos, il se reposa là. Les eaux éclaboussaient loin en bas sous lui, les eaux rêveuses éclaboussaient et lavaient. Et loin au-dessus de lui, le ciel nageait, il nageait rêveur dans ce ciel grisant. La et des montagnes d'Hiawatha voltigeaient, virevoltaient, volaient autour de lui, la vol les balayait et tournoyait autour de lui, ils le brossaient presque avec leurs ailes. À ce moment, il tua ceux qui s'étaient posés là, les massacrant par 10 et par 20, jetant leurs corps au bas de la falaise, les jetant sur la plage en dessous de lui, jusqu'à temps que Kayoshk, le goéland, perché sur un pic au-dessus d'eux, cria « C'est Popockivis. Il nous tue par centaines. Envoyez vite un message à notre frère, prévenez Hiawatha. » Chapitre 17. La poursuite de Popockivis. Hiawatha fit toute une colère quand il revint au village, et qu'il trouva ces gens dans la confusion la plus totale, après avoir entendu, à propos de toutes les incartades, de toute la malice et des torts, de la ruse de Popockivis. Il en vint à souffler fort par les narines, il gardait les dents serrées, et marmonnait des mots de colère et de ressentiment, vifs et bourdonnants comme un frelon. Il dit, je tuerai ce Popockivis, je tuerai ce chercheur de troubles. Le monde ne sera pas assez grand et vaste pour empêcher ma colère de l'atteindre, le chemin ne sera pas assez dur et difficile pour empêcher ma vengeance de le rattraper. Alors, Hiawatha et les chasseurs s'engagèrent rapidement dans la poursuite, sur la piste de Popockivis, passant par la forêt, où il était passé, sur les plateaux où il s'était reposé. Mais ils ne trouvèrent point Popockivis, seulement de l'herbe piétinée, dans les buissons de baies sauvages, trouvant le lit de branches où il s'était reposé, trouvant l'empreinte de son corps. Popockivis était parti à nouveau, dans les basses terres loin en dessous d'eux, dans le pré, muscodait, de là, il avait fait un geste de défiance, il avait fait un geste de dérision. Et alors Hiawatha cria à voix haute pour lui, du sommet des montagnes, le monde ne serait pas assez grand et vaste pour empêcher ma colère de t'atteindre, le chemin ne serait pas assez dur et difficile pour empêcher ma vengeance de te rattraper. Sur le rocher et sur le fleuve, au travers les buissons, les champs et la forêt, le fugitif Popockivis courait. Il bondissait comme une biche, jusqu'à ce qu'il arrivât à un ruisseau, au milieu de la forêt, à un ruisseau tranquille, lequel avait débordé sur ses berges, à cause d'un barrage fait par des castors, créant un bassin d'eau tranquille, les arbres se tenaient à une profondeur, allant jusqu'aux genoux, où des nénuphars flottaient, où des gens se balançaient et chuchotaient. Popockivis était demeuré sur le barrage de troncs et de branches, au travers duquel l'eau jaillissait en tintant, de ce sommet coulait le ruisseau. Un castor sortit du fond de l'étang, regardant avec deux grands yeux émerveillés, des yeux qui semblaient lui poser une question, au pur étranger, Popockivis. Popockivis était demeuré sur le barrage, avec ses chevilles trempant dans le ruisseau qui coulait,
coulant avec une eau argentée et lumineuse, et il parla au castor, avec un sourire, il parla de façon adroite. Oh, mon ami amique, le castor, l'eau est fraîche et agréable. Permets-moi de plonger dans l'eau, permets-moi de me reposer là, dans vos loges. Change-moi en un castor moi aussi. Le castor répondit prudemment, avec réserve, il fit ainsi cette réponse. Permets-moi de consulter en premier lieu les autres, permets-moi de demander aux autres castors. Il sombra dans l'eau, il sombra lourdement, il coula comme une pierre, tout au fond parmi les branches et les feuilles, un fond brun et feutré. Sur le barrage était resté Popockivis, avec ses chevilles trempant dans le ruisseau coulant, au travers duquel l'eau jaillissait en tintant, elle se précipitait sur les pierres en dessous de lui, se répandant sereinement et calmement devant lui. Et le soleil et les ombres tombèrent en taches et lueurs sur lui, tombèrent en petites taches brillantes, au travers les branches brillantes se balançant. Puis, les castors sont sortis du fond, flottant silencieusement en surface, remontant une tête après l'autre, jusqu'à ce que l'étang semble plein de castors, beaucoup de noirs et brillants visages. Popockivis s'entretint avec les castors, dans ce rusé langage. Ô mes amis, votre habitation est très agréable, et à l'abri des dangers. Ne pourriez-vous pas, avec toute votre ruse, toute votre sagesse et vos pouvoirs, me changer, moi aussi, en un castor? Oui, répondit Amique, le castor, lui, le roi de tous les castors, nous te permettons de glisser en bas parmi nous, en bas dans l'eau tranquille. Popockivis sombra silencieusement. Au fond de l'étang parmi eux, sa chemise en peau de chevreuil devint noire, ses mocassins et jambières devinrent noirs, ses queues de renard et ses franges s'allongèrent, en une large queue noire derrière lui. Il fut changé en un castor. Popockivis dit, faites-moi grand. Faites-moi grandiose, et faites que je sois le plus grand que tous les autres castors. Le chef des castors lui répondit, oui, quand tu entreras en dessous dans notre loge, dans notre wigwam nous l'agrandirons pour toi, 10 fois plus grand que tous les autres. Ainsi, dans l'eau claire et brune, sombra silencieusement Popockivis, trouva le fond couvert avec des troncs d'arbres et des branches, constituant leur nourriture ramassée pour l'hiver, empilée et entassée pour parer à la famine. Trouvant la loge avec l'embrasure voûtée, conduisant à des chambres spacieuses. Ils agrandirent encore plus une de celles-ci, l'adaptèrent pour le plus grand de tous les castors, 10 fois plus grande que tous les autres. Vous serez notre souverain, dirent-ils, le chef et le roi de tous les castors. Mais cela ne faisait pas longtemps que Popockivis était assis dans cet état parmi les castors, quand une voix vint les avertir, celle du garde à son poste, dans les plantes d'eau, et les nénuphars, leur disant, Yawata est ici. Yawata avec ses chasseurs. Alors, ils entendirent un cri au-dessus d'eux, ils entendirent un cri et de lourds pas, ils entendirent un fracas et une course, et l'eau autour où ils étaient, s'écoula et se dispersa au loin en tourbillon, et ils surent qu'on avait brisé leur barrage. Sur le toit des hôtes, les chasseurs bondirent, et mirent tout en pièces. Le soleil ruisselait par la crevasse, les castors bondirent par l'embrasure, puis se cachèrent dans l'eau plus profonde, dans le canal du ruisseau. Mais le puissant Popockivis ne put passer dans l'embrasure. Il s'était tellement gonflé avec fierté, en s'alimentant à l'excès, qu'il fut gonflé comme une vessie. Yawata regarda par le toit, et cria à voix haute, « Oh, Popockivis, toutes tes transformations et tes ruses sont vaines, tes multiples déguisements sont vains. Pour ma part, je te reconnais, Popockivis. » Ils le frappèrent avec leur tomahawk, et le meurtrirent, ils battirent à mort le pauvre Popockivis, ils le pilèrent, comme on pile le maïs, jusqu'à ce que son crâne soit écrasé en morceaux. 6 grands chasseurs, agiles et souples, portèrent la hutte sur des pôles et des branches, ils portèrent le corps du castor. Mais le fantôme,
Le gibaille en lui, pensait et était comme Popockivis. Il vivait encore sur lui, comme Popockivis. Et il palpitait, s'efforçait, et luttait, se balançant de ci, de là, à la manière d'une porte en peau dans l'entrée d'un wigwam, quand le vent d'hiver souffle, luttant pour se libérer de ses lanières en peau de chevreuil. Jusqu'à ce qu'il se reforme en un double, qui s'élève de son corps, jusqu'à ce qu'il prenne la forme, et les caractéristiques du rusé Popockivis, disparaissant dans la forêt. Mais Hiawatha se méfiait, lorsqu'il a entrevu la forme, qui semblait là disparaître, il a alors aperçu la forme de Popockivis, glisser dans l'ombre bleue douce, des pins de la forêt. Vers une éclaircie au-delà de lui, vers une éclaircie dans la forêt. Comme le vent, il courait et haletait, pliant toutes les branches devant lui, et derrière lui, suivait la pluie. Hiawatha était sur ses pas. Les soufflets Popockivis s'en venaient, vers un lac ayant beaucoup d'îles, où parmi les nénuphars les pichenecus, les bernaches, oies du Canada, naviguaient. Au travers les touffes de joncs flottants, se dirigeant au travers les îles de roseaux. Alors, ils soulevèrent leur large bec noir, puis ils plongèrent sous l'eau, pour ensuite sombrer dans l'ombre, puis briller au soleil. Popockivis cria, Pichneku, il dit, Pichneku, mes frères, changez-moi en une bernache avec des plumes, et un cou brillant, faites-moi grand, faites-moi encore plus grand que vous, 10 fois plus grand que vous autres. De suite, ils le changèrent en une bernache, avec 2 énormes pignons basanés, avec une poitrine lisse et arrondie, avec un bec comme 2 grandes pagaies, faite en plus grand que tous les autres, 10 fois plus grand que les plus grands. Au moment où ceux-ci criaient en forêt, Hiawatha quant à lui était resté sur le rivage. Ils se levèrent en criant, et vociférant, ils battirent des ailes, avec vrombissement, ils s'envolèrent des îles de roseaux, des plantes d'eau et des nénuphars. Et ils dirent à Popockivis, dans ton vol, ne regarde pas en bas, fais bien attention, et ne regarde pas vers le bas, sinon un étrange malheur t'arrivera, autrement un immense contretemps t'adviendra. Vite et loin, ils s'enfuirent au nord, vite et loin dans la brume et le soleil, s'alimentant parmi les broussailles et les marais, dormant parmi les roseaux et les joncs. Le surlendemain comme ils voyageaient, portés en avant par les vents du sud, qui les soulevaient et les soutenaient, soufflant frais et fort derrière eux, un son de voix humaines montait, une clameur montait d'en dessous d'eux, en provenance des tentes d'un village, des gens se trouvaient à des milles sous eux. Les gens du village virent la volée de bernaches avec admiration, virent Popockivis, battant des ailes très haut dans le ciel, celles-ci plus larges que 2 rideaux d'embrasure. Popockivis les entendit crier, il reconnut la voix d'Hiawatha, reconnut la clameur d'Iagoo, et, sans tenir compte de l'avertissement, étira son cou, et regarda vers le bas, et le vent qui soufflait derrière lui, attrapa son puissant éventail de plumes, le projeta en tournoyant, en tourbillonnant dans sa descente. Tout ce que Popockivis tentait, dans sa lutte afin de regagner son équilibre, était vain. Il tournoyait en spirale en descendant, dans une rotation, il vit le village, et dans une autre, la volée au-dessus de lui, il voyait le village venir à lui, de plus en plus près, et la volée s'enfuir, au loin, il entendit de plus en plus fort les voix, qui augmentaient d'intensité, il entendit les cris et les rires. Puis, il ne vit plus la volée au-dessus de lui, voyant seulement la terre en dessous de lui. Il tomba mortellement du ciel vide, il s'atuait parmi les gens qui criaient, avec un son lourd et renfrogné, la bernache tomba, et se cassa les ailes. Mais son âme, son fantôme, son ombre, survécut encore une fois en tant que Popockivis, il prit encore sa forme et ses caractéristiques. L'élégant Yenadiv était encore parti en courant droit devant lui, suivi rapidement par Hiawatha, criant, le monde ne sera pas assez grand et vaste pour empêcher ma colère de t'atteindre, le chemin ne sera pas assez dur et difficile pour empêcher ma vengeance de te rattraper.
et il était venu tellement près, si près de lui, qu'il avait étiré sa main pour le saisir. Sa main droite le saisit et le tint, mais tout à coup le rusé Popockivis se mit à tournoyer et tourbillonner en spirale, élevant l'air en un tourbillon. Il dansa dans le sable et les feuilles autour de lui, et il tourbillonna parmi les roseaux, bondit dans le creux d'un chêne, puis se transforma en un serpent, se glissant au dehors par les racines et le fouillis. Hiawatha avec sa main droite, frappa dans le trou du chêne, le transformant en lambeaux et en fragments, le laissant là en vue dans les fragments. Mais en vain. Pour Popockivis, qui une fois de plus reprenait la forme humaine, bien en vue, il courait droit devant lui, il accéléra en rafale et en tourbillon, sur les rivages du Gitchegumi, jusqu'à l'ouest des Grands Lacs, venant sur les plateaux rocailleux, jusqu'aux rochers formant des figures de grès, lesquels surplombent les lacs et le paysage. Et le vieil homme de la montagne, lui, le Manitou des montagnes, lui ouvrit ses larges failles rocheuses, il ouvrit ses larges et profonds abîmes, donnant à Popockivis un abri. Dans ces sombres et lugubres cavernes, Popockivis fut accueilli, dans sa lugubre loge de grès. Hiawatha, sans avoir abandonné, restait là, ayant trouvé les failles refermées pour lui, avec ses moufles. Minejekavune frappa dans des grandes cavernes de grès, cria à voix haute comme un tonnerre, « Ouvre-moi !» Je suis Hiawatha, mais le vieil homme de la montagne ne lui ouvrit point, et ne fit aucune réponse, des silencieux pics de grès, des lugubres abîmes des montagnes rocheuses. Alors, Hiawatha souleva ses mains au ciel, appelant et implorant pour la tempête, appelant Vevasimo, l'éclair, et le tonnerre, Anemiki. Et ils vinrent avec la nuit et l'obscurité, balayant tout vers le bas en direction de la grande mer Océane. Dans les montagnes, le tremblant Popockivis entendit les pas du tonnerre, au loin, vit les yeux rouges des éclairs, il était accroupi effrayé, et tremblait. Alors, Vevasimo, l'éclair, frappa les embrasures des cavernes, avec sa massue de guerre frappa les embrasures, il frappa les pics de grès qui dépassaient, et le tonnerre, Anemiki, cria vers le bas dans les cavernes, disant, « Où est Popockivis ?» Et les pics tombèrent sur ceux qui s'y trouvèrent. Parmi les morts dans les ruines rocailleuses, reposait le rusé Popockivis, l'élégant Yenadise, reposait, tué pour de bon dans sa propre forme humaine. Ses féroces aventures étaient terminées, ses astuces, et ses jeux de hasard étaient terminés, tout était terminé, tant son métier que ses ruses, tout était terminé pour le chercheur de troubles, cela en était fini pour tous ses jeux et ses danses, cela en était fini aussi pour toutes ces jeunes courtisanes. Alors le noble Hiawatha prit son âme, son fantôme, son ombre, et lui dit, « Ô Popockivis, jamais plus dans la forme humaine, vous ne chercherez pour de nouvelles aventures. Jamais plus de facéties et de rire, jamais plus, tu danseras dans le sable et les feuilles en tourbillonnant. Mais au-dessus là dans le ciel, tu voleras et planeras en spirale. Je te changerai en un aigle, en queneux, le grand aigle de guerre, le chef de toutes les volatiles avec des plumes, le chef de l'agent ailé d'Hiawatha. Et le nom de Popockivis subsiste encore, parmi les gens, persiste encore parmi les chanteurs, et parmi les conteurs d'histoires. Et en hiver, quand les flocons de neige tourbillonnent en rond dans les roseaux près des tentes, quand le vent souffle en rafales tumultueuses, et que le flux de fumée est aspiré et siffle, on se met alors à crier, c'est Popockivis qui s'en vient, il danse à travers le village, il se prépare pour sa récolte. Chapitre 18. La mort de Kwasine. Le nom du fameux Kwasine se propageait en long et en large parmi les nations. Aucun homme n'osait affronter Kwasine, aucun homme ne pouvait concourir avec Kwasine. Mais de malicieux Pokvodji, et d'envieux gnomes, de même que de méchantes sorcières et des farfadets, complotaient et conspiraient contre lui. Si cet haïssable de Kwasine, disait-il, si ce grand camarade outrageux,
continue à aller ainsi encore un peu plus longtemps. Il détruira tout ce qu'il touchera, il transformera tout en 1000 morceaux. Ils en avaient assez de l'admiration du monde envers lui. Qu'adviendrait-il alors d'Epoch Wuji? Qui se préoccuperait alors d'Epoch Wuji? Si cela continue, il nous marchera dessus, comme sur des champignons, nous rejetant tous à l'eau, donnant nos corps à être mangés par les méchants, Nibanavbeg, par les esprits de l'eau. Donc, tous les malins gnomes, conspiraient contre le colosse, conspiraient le meurtre de Kwasin, pour débarrasser le monde de Kwasin, l'audacieux, le puissant, l'insensible, le hautain, le dangereux Kwasin. Mais cette merveilleuse force de Kwasin est assise au sein de sa couronne. Dans celle-ci est assise, aussi, sa faiblesse. C'était le seul endroit où il pouvait être blessé. Nulle part ailleurs, une arme ne pouvait le transpercer. Nulle part ailleurs, une arme ne pouvait lui être nocive. Même là, la seule arme qui pouvait le blesser, qui pouvait le tuer, était la cocotte de pain, et la cocotte bleue de sapin. C'était le fatal secret à propos de Kwasin, connu par aucun homme parmi les mortels. Mais les rusés gnomes, l'époque Wuji, connaissaient ce secret, ils connaissaient la seule façon de le tuer. C'est pourquoi ils rassemblèrent des piles de cocottes, ils rassemblèrent des cocottes de pain, ils rassemblèrent des cocottes bleues de sapin. Dans les bois près de la Takamenave, ils les avaient amenés sur les berges de la rivière, ils les avaient entassés en de grandes piles, à l'endroit où les rochers rouges sur la berge dépassent le surplomb de la rivière. Les malveillants gnomes se reposaient dans l'attente de Kwasin. C'était un très chaud après-midi d'été. Et l'air était encore très doux, sur la rivière s'écoulant, les ombres inanimées dormaient. Les insectes miroitaient au soleil, les insectes patinaient sur l'eau, remplissant l'air assoupi avec leur bourdonnement, avec un retentissant cri de guerre, résonnant au loin. En bas sur la rivière vint le colosse. Kwasin vint dans son canoë d'écorce, flottant lentement en descendant le courant, suivant le lent courant de la rivière Takamenave, dans un climat très languissant, très endormi, silencieux. Des branches le surplombaient, à partir des glands de bouleau, le doux esprit du sommeil descendit sur lui. À partir de ces légers hôtes qui l'entouraient, ces invisibles gardiens, Népavine, l'esprit du sommeil vint. Comme une brunâtre douche néchée, comme une libellule, il voltigeait près de la tête assoupie de Kwasin. Un murmure vint à son oreille, comme des vagues sur un bord de mer, comme des eaux lointaines dégringolant, comme des vents parmi les pins. Et il ressentit sur son front les légers coups des petites massues de guerre, exercées par les légions du sommeil, l'esprit du sommeil, Népawin, comme si quelqu'un soufflait sur lui. Au premier coup de leur massue de guerre, une somnolence tomba sur Kwasin. Au deuxième coup qu'ils le frappèrent, sa pagaie reposa inanimée. À la troisième, avant sa vision, il chancela, et vit le paysage dans l'obscurité. Kwasin était très fermement endormi. Il flottait ainsi en descendant sur la rivière, comme un homme aveugle assis bien droit, flottant en aval sur la Takamenave, sous les bouleaux tremblants, sous les plateaux boisés, sous le campement de guerre des Farfadais, d'époque Wuji. Ils étaient tous armés, et attendaient, pour déverser leurs cocottes de pain sur lui. Ils le frappèrent sur ses épaules musclées, ils le frappèrent sur sa couronne sans défense. Mort à Kwasin. Devint soudain le cri de guerre des gnomes. Et il obliqua, vacilla et dégringola, tombant à pic dans la rivière, plongeant sous l'eau boueuse, littéralement, plongeant comme une loutre. Et le canoë d'écorce de bouleau, abandonné, dériva vide en descendant sur la rivière, avec le fond retourné sur le dessus et dérivant, on n'avait plus jamais revu Kwasin. Mais la mémoire du colosse resta longtemps parmi les gens, et n'importe où dans la forêt, lorsque la tempête hivernale orage et rugit, et que les branches sont projetées et cassées, craquent et gémissent et sont fendues en pièces, on se met à crier « Kwasin, c'est Kwasin !»
il rassemble du bois pour son feu. Chapitre 19. Les fantômes. Les vautours ne cessent de planer sur la carrière, dans le désert, sur un bison blessé ou malade, mais un autre vautour, surveillant de son guet du haut désert, en voit un descendre en plongée, et le suit. Et un troisième poursuit le second, venant de l'invisible éther, en premier lieu, une tache, et ensuite un vautour, jusqu'à ce que les airs soient assombris par des ailes. Étant donné qu'un désastre ne survient jamais seul, il surveillait ainsi et attendait, scrutant pour d'autres mouvements. Quand le premier eut descendu, les autres suivirent, pour reformer la volée, tournant autour de leur victime, malade et blessé, le premier, une ombre, puis un chagrin, jusqu'à ce que l'air soit assombri d'angoisse. Maintenant, dans tout le lugubre pays du Nord, le puissant Péban, l'hiver, respirait sur les lacs et fleuves, changeant leurs eaux en pierre. De sa chevelure, il secouait des flocons de neige, jusqu'à ce que les plaines soient parsemées de blancheur, et pourvues d'un nivelage continu, comme si le Créateur les avait aplanis, les avait lissés avec sa main sur le dessus. Au travers la large et gémissante forêt, un chasseur errait en mocassin d'hiver sur la neige. Les femmes travaillaient dans le village, pilant du maïs, ou fabriquant des vêtements en peau de chevreuil. Et les jeunes hommes jouaient ensemble sur la glace, le bruyant jeu de crosse, et sur la plaine, ils dansaient la danse des mocassins des neiges. C'était une sombre soirée. Peu après le coucher du soleil, Gai Cascade était assise avec la vieille Nokomis, dans leur wigwam, attendant pour le bruit des pas d'Hiawatha, de retour de la chasse. Sur leur visage luisait le feu de camp, les peignant avec des rayures cramoisies. Dans les yeux de la vieille Nokomis, il miroitait comme un clair de lune à queue. Dans les yeux de Gai Cascade, il reluisait comme le soleil dans l'eau. Et derrière eux, leurs ombres s'accroupirent, dans les coins du wigwam, pendant que la fumée montait en couronne au-dessus d'eux, et l'encombrait par son reflux. De refermé qu'il était alors, elles soulevèrent un peu le rideau de l'embrasure. Le feu pendant un moment, rougeoya plus lumineusement, et durant un moment, la couronne de fumée dévia. Comme les deux femmes s'installaient confortablement, d'inopinés visiteurs passèrent au travers l'embrasure, sans mot de salutation, sans signe de reconnaissance, s'assirent à terre dans le coin le plus éloigné, s'accroupissant à terre parmi les ombres. À leurs aspects, et leurs vêtements, les étrangers ne semblaient pas être du village. Ils étaient très pâles et hagards, au moment où ils s'assirent là, tristes et silencieux, tremblotant avec les ombres. Serait-ce le vent au-dessus du flux de fumée, marmonnant tout bas dans le wigwam? Était-ce le hibou, le coco, ululant dans la lugubre forêt? Chose sûre, une voix dit dans le silence, ce sont des cadavres revêtus avec des vêtements, ce sont des fantômes qui viennent vous hanter, du royaume de Ponema, du monde de l'au-delà. Maintenant, Hiawatha arrivait de retour de sa chasse dans la forêt, avec de la neige sur ses tresses, et un chevreuil roux sur ses épaules, qu'il déposa au pied de Gai Cascade. Il déposa à terre son fardeau inanimé. Elle pensa à ce propos qu'il était encore plus noble, plus beau, que lorsqu'il vint la courtiser pour la première fois qu'il avait déposé le chevreuil devant elle, en témoignage de ses vœux, comme une promesse d'avenir. Alors, il se tourna et vit les étrangers, tremblants, accroupis avec les ombres. Il se dit en lui-même, qui sont-ils? Quels convives étranges pour Minéa? Mais il ne questionna pas les étrangers, seulement parla à leur offrir l'hospitalité dans sa tente, sa nourriture, son feu de camp. Quand le repas du soir fut prêt, une fois le chevreuil partagé, les deux convives blêmes, les étrangers, bondissant de parmi les ombres, saisirent les meilleures portions, saisirent le gras blanc du chevreuil, mis de côté pour Gai Cascade, pour la femme d'Hiawatha. Sans demander, sans remercier, dévorant avidement les morceaux,
s'appuyant et tremblotant parmi les ombres, dans le coin du wigwam. Yawata ne dit aucun mot, Nokomis ne fit aucun mouvement, Gekascade ne fit aucun geste. Ni aucun changement n'intervint dans leurs habitudes. Excepté Minea qui doucement chuchota, ils sont faméliques. Permets-leur de faire ce qui leur plaise, le plus. Permets-leur de manger, car ils sont faméliques. Plusieurs des jours suivants furent sombres et obscurcis, bien des nuits furent secouées par de la lumière, comme le pin secoue les flocons de neige, à minuit dans ses branches. Les jours se suivaient, et les convives ne partaient pas, assis là silencieux dans le wigwam. Mais à la nuit tombée, dans l'orage, ou à la lumière des étoiles, ils allaient en forêt, ramenant du bois pour le feu au wigwam, ramenant des cocottes de pain pour le feu de camp, toujours tristes, et toujours silencieux. Et peu importait si Yawata arrivait de pêcher, ou de chasser, quand le repas du soir était finalement prêt, et qu'on eut partagé la nourriture, il se glissait dans un quelconque coin sombre. Ensuite, les étrangers, les blêmes convives, s'approchaient pour saisir les portions de choix, mises à part pour Gekascade, et sans aucune réprimande ou question, s'appuyaient et tremblotaient parmi les ombres. Yawata n'avait jamais dit un seul mot au regard les réprouvant. Ni la vieille Nokomis, non plus, n'avait jamais une seule fois fait un seul geste d'impatience. Ni jamais une seule fois, Gekascade n'avait montré de ressentiment à l'outrage. Ils avaient tout enduré en silence, ils avaient respecté les droits de l'hospitalité à un pur étranger, ils avaient respecté la vertu du don gratuit, qu'un seul mauvais regard aurait pu diminuer, qu'un seul mot de trop aurait pu vexer. Il arriva une bonne fois, il était minuit, Yawata, n'étant pas trop bien réveillé, pas trop vigilant, dans le wigwam, faiblement illuminé par les tisons qui brûlaient encore, par le rayonnement vacillant du feu de camp, il entendit un soupir se répéter à plusieurs reprises. Yawata se leva de son lit, de ses peaux hirsutes de bison, poussa à part le rideau en peau de chevreuil, vit les convives blêmes, les ombres, ils étaient assis droit sur leur lit, pleurant dans la nuit silencieuse. Et il leur dit, « Ô convives, pourquoi est-ce que vos cœurs sont si affligés, que vous sanglotiez tant dans la nuit? Serait-ce dû à une maladresse de la vieille Nokomis, ou de ma femme, Minea? Aurait-elle fait quelque chose d'indélicat qui vous chagrine? Aurions-nous échoué dans nos devoirs hospitaliers? » Alors les ombres cessèrent de pleurer, cessèrent de sangloter, et de se lamenter, et ils dirent, avec des voix douces, « Nous sommes les fantômes des disparus, les âmes de ceux qui déjà furent avec vous. » Du royaume de Chibiabos, nous sommes venus jusqu'ici pour vous éprouver, nous sommes venus jusqu'ici pour vous avertir. Vos pleurs de chagrin, et vos lamentations nous ont rejoints dans les îles des bienheureux. Les pleurs d'angoisse des vivants, se rappelant de leurs amis partis, s'attristent avec du chagrin inutilement. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus vous éprouver. Personne ne nous avait reconnus, personne ne se méfiait de nous. Nous étions donc un fardeau pour vous, et nous voyons que les disparus n'ont pas leur place parmi les vivants. Pense à cela, ô Yawata. Parle de cela à tous tes gens, que désormais, et pour toujours, il n'y ait plus de lamentation, qui attristerait les âmes des disparus, dans les îles des bienheureux. Ne déposez pas de fardeau trop lourd, dans les tombes de ceux que vous enterrez, ni de si grande quantité de fourrure et de vampum, ni de tels poids en peau et en bouilloire, car cela alourdirait trop les esprits. Donnez-leur seulement de la nourriture, pour emporter, fournissez-leur seulement du feu pour s'éclairer. Le voyage d'un esprit dure que 4 jours, au royaume des fantômes et des ombres, 4 nuits solitaires de campement. 4 fois, leurs feux doivent être allumés. Donc, quand les morts sont enterrés, faites un feu, quand la nuit approche, 4 fois sur la tombe, ils doivent être avivés, pour que l'âme sur son voyage, ne puisse manquer le gai éclairage du feu, et qu'il n'aille à tâtons tout autour dans l'obscurité. Adieu, noble Yawata.
Nous vous avons mis à l'épreuve, nous avons éprouvé votre patience, par l'affront de notre présence, par l'outrage de nos actions. Nous vous avons trouvé grand et noble. Vous n'avez pas échoué dans la plus grande des épreuves, vous n'avez pas faibli dans la lutte la plus dure. Quand ils cessèrent de parler, une obscurité soudaine tomba et remplit le silencieux wigwam. Yawata entendit un frémissement, comme des vêtements se traînant derrière lui, entendant le rideau de l'embrasure être soulevé par une main qu'il ne vit point, ressentit l'haleine froide de l'air de la nuit. Pour un moment, il vit les étoiles. Mais il ne voyait plus les fantômes, il ne revit jamais plus aucun de ces esprits de divagation, du royaume de Ponema, du royaume de l'au-delà. Chapitre 20. La famine. Ô l'hiver lugubre et long. Ô l'hiver cruel et froid. Jamais la glace n'avait gelé sur le lac et la rivière, aussi épaisse, ou tant soit même plus épaisse, jamais, la neige n'était tombée sur tout le paysage, aussi épaisse, ou tant soit même plus épaisse, la couverture de neige était tombée, et avait dérivé au travers la forêt, tout autour du village. Le chasseur pouvait difficilement forcer un passage, à partir de son wigwam enterré. Avec ses moufles et ses mocassins pour la neige, marchant vainement en forêt, il cherchait pour un oiseau ou une bête, et il n'en trouvait aucun, ne voyant aucune piste de chevreuil ou de lièvre, ne voyant aucune empreinte dans la neige, dans l'épouvantable forêt brillante. Pourtant, il ne pouvait pas se permettre de tomber de faiblesse, sinon il pourrait ne plus se relever, sinon il périrait de froid et de faim. Oh la famine et la fièvre! Oh les pertes dues à la famine! Oh les montées de fièvre! Oh la lamentation des enfants! Oh l'angoisse des femmes! Toute la terre était malade et famélique. L'air autour d'eux était affamé, le ciel au-dessus d'eux était affamé, et les astres dans le ciel étaient affamés, comme des yeux scintillants de loups regardant vers eux. Dans le wigwam d'Yawata, deux autres convives étaient arrivés, aussi silencieux, et aussi lugubres que des fantômes. Ils n'avaient pas attendu d'être invités, ni même de parlementer dans l'embrasure. Ils s'étaient assis là, sans mot d'accueil, dans le siège de Gai Cascade. Regardant avec des yeux hagards, au visage de Gai Cascade. Et le premier de dire, « Regarde-moi. Je suis la famine, Boukadavine. » Et l'autre dit, « Regarde-moi. Je suis la fièvre, Akosévine. » Et l'exquise Minéa frémit lorsqu'ils la regardèrent. Elle frémit aux mots qu'ils proférèrent, se reposa à terre sur son lit en silence, se cacha le visage, mais ne fit aucune réponse. Elle se reposa, tremblante, gelée, brûlante, au regard qu'ils lui avaient montré, aux mots craintifs qu'ils avaient proférés. Yawata courait exaspéré devant lui, dans la forêt vide. Dans son cœur, il avait un chagrin mortel, dans son visage une fermeté, dure comme le roc. Sur son front, une sueur d'angoisse commençait à perler, mais ne gelait et ne tombait point. Vêtu dans des fourrures, et armé, pour chasser, avec son puissant arc de bois brûlé, avec son carquois plein de flèches, avec ses moufles, mains et cavounes, dans la vaste forêt abandonnée, il marchait à grandes enjambées sur la neige avec ses raquettes. Jitché Manitou, toi, le Tout-Puissant, il cria avec son visage levé vers le ciel, dans cette heure amère d'angoisse, ô Père, donnez de la nourriture à vos enfants, donnez-nous de la nourriture, ou nous allons périr. Donnez-moi de la nourriture pour Minéa, pour ma mourante Minéa. Bien au loin au travers la forêt, cet appel retentit, au travers la vaste forêt abandonnée, résonna ce cri de désolation, mais il ne vint aucune autre réponse, que l'écho de ses pleurs, que l'écho des boisés, Minéa, Minéa. Tout le long de la journée Yawata avait erré dans la forêt mélancolique, dont les fourrés fournissent de l'ombre, les beaux jours d'été, pas si lointain, cet été oublié, où il avait ramené sa jeune femme, du sol des Dakota. Quand les oiseaux chantaient dans les fourrés, et que les ruisseaux rigolaient et ruisselaient, et que l'air était plein de parfums,
et l'exquise gai cascade, avait dit un jour, avec une voix qui ne tremblait pas, « Je vous suivrai, mon époux. » Dans le wigwam avec Nokomis, avec ses lugubres convives qui la surveillaient, avec la famine et la fièvre, elle était couchée, la bien-aimée, elle, la mourante Minéa. Elle dit, « Écoutez, j'entends une eau qui coule, j'entends un rugissement et une eau qui tombe, j'entends les chutes de Minéa m'appeler à distance. » « Non, mon enfant, » dit la vieille Nokomis, « c'est le vent de la nuit dans les pins. » Elle dit, « Regarde, je vois mon père placé seul dans l'embrasure, me faire signe de son wigwam dans le sol des Dakota. »« Non, mon enfant, » dit la vieille Nokomis. « C'est la fumée, qui brandit et signale. »« Ah, » dit-elle, les yeux de Poguk étincellent sur moi, dans l'obscurité, je peux ressentir ses doigts glaciales, fermant les miens dans l'obscurité. Yawata, Yawata. Et le désespéré Yawata, au loin au travers la forêt, à des milles de distance, au travers les montagnes, entendit soudainement ce cri d'angoisse, entendit la voix de Minéa, l'appeler dans l'obscurité, Yawata, Yawata, dans les champs de neige sans piste, sous les branches encombrées de neige, Yawata se dépêcha de s'en retourner, les mains vides, le cœur lourd, il entendit Nokomis gémir et pleurer, Vaonovine, Vaonovine. Que n'eusse-je péri pour toi? Pourquoi ne suis-je pas morte à ta place? Vaonovine, Vaonovine. Et il arriva en courant dans le wigwam, il vit la vieille Nokomis, se balançant d'en avant en arrière, et gémissant, il vit son exquise Minéa, gisant froide et morte devant lui, et son cœur éclata en sanglots, il poussa un tel cri d'angoisse, que la forêt gémit et frémit, que les astres même dans le ciel, furent secoués, et tremblèrent de son angoisse. Alors, il s'est assis à terre, encore tout interloqué, sur le lit de Minéa, au pied de gai cascade, à ses pieds, si dévoués, qui jamais plus ne courraient à pas légers, pour le rencontrer, ni plus jamais ne le suivraient en douceur. Il courut avec les deux mains son visage, 7 nuits et 7 longs jours, il resta assis là, il restait assis là, comme en pamoison, interloqué, inanimé, inconscient, de jour comme de nuit. Alors, ils enterrèrent Minéa. Ils lui firent une tombe, dans la neige dans la profonde et sombre forêt, en dessous des branches gémissantes d'une pruche. Habillée dans ses vêtements les plus riches, recouverte de ses tuniques d'hermine, recouverte de neige, comme une hermine. Ainsi, ils enterrèrent Minéa. Et à la nuit, un feu fut allumé. Sur sa tombe, 4 fois, il fut avivé, pour son âme dans son voyage aux îles des bienheureux. De son embrasure Yawata vit, brûlée dans la forêt, les lugubres pruches qui venaient de s'enflammer. Il s'était soulevé insomniaque de son lit, du même lit que celui de Minéa, il restait et surveillait dans l'embrasure, s'il ne pouvait pas l'éteindre, pourra-t-elle partir quand même sans obscurité? Adieu, dit-il, Minéa, adieu, ô ma gaie cascade. Le pied de l'homme blanc. Dans sa tente à côté de la rivière, tout à côté d'une rivière gelée, était assis un vieil homme, triste et seul. Sa chevelure était blanche comme une neige en mouvement. Son feu de camp brûlait faiblement et se languissait, et le vieil homme se secoua et trembla. Il était replié dans son veau-bévion, emmitouflé dans sa peau blanche en lambeaux. Aucun auditoire à part la tempête, laquelle rugissait le long de la forêt, ne voyant rien d'autre que la tempête de neige, tandis qu'elle tourbillonnait, hurlait et s'amoncelait. Tous les charbons étaient blancs avec les cendres,
et le feu se mourait lentement. À ce moment, un jeune homme, marchant légèrement, entra par l'embrasure ouverte. Ses joues étaient rouges avec le sang de la jeunesse, ses yeux doux, comme les étoiles au printemps, son front était lié avec un bandeau, fait de tiges de plantes. Lié et lissé avec des tiges de plantes parfumées, sur ses lèvres, un sourire de beauté, qui ensoleillait toute la tente, dans sa main, un bouquet de fleurs qui embellissait toute la tente avec douceur. Ah, mon fils, s'exclama le vieil homme, heureux sont mes yeux de te voir. Assis-toi ici, sur la natte à côté de moi. Assis-toi ici, près des braises mourantes. Passons la nuit ensemble. Raconte-moi tes étranges aventures, à propos des territoires où tu as voyagé. Je te raconterai mes prouesses, une série de merveilleux exploits. De sa pochette, il retira son calumet de la paix, très ancien et façonné étrangement. La tête de cette pipe était faite de pierre rouge, et la tige, un roseau paré de plumes. Il bourra la pipe avec du pétain, et de l'écorce de saule, plaça un tison brûlant sur celui-ci, qu'il donna à son convive, l'étranger, et commença à parler dans ce sage discours. Quand je souffle mon haleine autour de moi, quand j'expire sur le paysage, toutes les rivières deviennent inanimées, l'eau devient dure comme de la pierre. Et le jeune homme répondit, en souriant, quand je souffle mon haleine autour de moi, quand j'expire sur le paysage, les fleurs se redressent dans tous les prés, les rivières chantent dans leur parcours. Quand je secoue mes tresses blanchâtres, dit le vieil homme fronçant les sourcils sombrement, tout le sol se couvre de neige. Toutes les feuilles de toutes les branches tombent, déteignent, meurent et flétrissent. Si j'expire, et yo, elles n'existent plus. Des eaux et des marais, l'oie sauvage et le héron montent, s'envolent dans les régions éloignées. Si je parle, et yo, il ne reste pas. Et tout partout où mes pas errent, toutes les bêtes sauvages de la forêt se cachent dans des trous, et des cavernes, et la terre devient comme de la pierre de silex. Le jeune homme dit alors, riant agréablement, quand je secoue mes boucles flottantes, des douches de pluie tombent tièdes et bienvenues, les plantes soulèvent leur tête en l'air se réjouissant, l'oie sauvage et le héron reviennent dans leurs lacs et leurs marais, les filets hirondelles retournent dans son nid, le jet bleu et le rouge-gorge chantent. Et peu importe où mes pas errent, tous les prés se mettent à fleurir, tous les boisés résonnent avec leur musique, tous les arbres sont assombris par leur feuillage. Tandis qu'ils parlèrent, la nuit passa, du royaume éloigné de Vaboun, de sa tente scintillante d'argent, comme un guerrier revêtu et peint, venait le soleil, et Segvoun dit, protège-moi. Protège-moi. Gisis, toi, le grand soleil. Alors la langue du vieil homme resta interloquée, et l'air se réchauffa tiède et agréable, et sur le wigwam, le jet bleu et le rouge-gorge se mirent à chanter gentiment, et le ruisseau commença à murmurer, et un parfum embauma les champs, il fut doucement porté vers la tente. Et Segvoun, le jeune étranger, plus distinctement dans la lumière du jour, vit le visage glacial qui lui faisait face. C'était Péban, l'hiver. De ses yeux coulaient des larmes, comme des lacs qui fondent, produisant des ruisseaux, son corps rétrécissait, diminuait, et s'évaporait à mesure que le brillant soleil montait jusqu'à son zénith, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le sol, et le jeune homme vit devant lui, sur le sol de pierre du wigwam, où le feu avait fumé et couvé, il vit la fleur la plus hâtive du printemps, il vit la beauté du printemps, il vit le miscodide, le perce-neige dans sa floraison. Ainsi, il était dans les territoires du Grand Nord, après l'insupportable froid, l'intolérable hiver, le printemps s'en vient avec toutes ses splendeurs, tous ses oiseaux et toutes ses floraisons, toutes ses fleurs, ses feuilles et ses plantes. Naviguant avec le vent du nord, il s'envole dans de grandes volées, comme des têtes de flèches, comme des énormes flèches tirées vers le ciel, le cygne passe, le manabési, parlant presque comme un homme. Et dans de longues lignes ondulantes, se pliant comme une corde d'arc claquant en morceaux, l'oie blanche vint, va, va.
et en paire, ou volant individuellement, ment le huard, avec ses brillantes ailes, le héron bleu, le chuchuga, et la perdrix, le muscodaza. Dans les fourrés et les prés, le jet bleu, l'ovessa sifflait, sur le sommet des tentes, le rouge-gorge, l'opéchi, chantait, sous le couvert de pin, le pigeon, l'homme émis, roucoulait. Et Yawata se lamentait, accablé par son infini chagrin, il entendait leur voix l'appeler, s'avançant dans sa lugubre embrasure, il restait là, à regarder vers le ciel, il regardait sur la terre et sur les eaux. Le grand voyageur, le grand orateur, plein de nouvelles et d'aventures étranges, si fascinant avec tant de merveilles à raconter, Yagu était maintenant de retour, de ses explorations loin à l'est, des régions du soleil levant, du territoire du mont Dvaboun. Et les gens du village écoutaient ce qu'il leur racontait, à propos de ces merveilleuses aventures, on répondait en riant dans ce subtil langage, « Og, c'est bien Yagu. Personne d'autre ne voit autant de merveilles. Il avait vu, disait-il, une étendue d'eau plus grande que les grands lacs, plus large que le Gitchegumi, tellement amère qu'aucun ne pourrait la boire. » Chacun des guerriers se regardait l'un l'autre, chacune des femmes se regardait l'une l'autre, ils sourirent, et dirent, « Cela ne se peut pas. » Ils dirent, « Qu'à, cela ne se peut pas. » Lui, il leur répondit, « À l'endroit où est cette eau, est venu un grand canoë avec des voiles, un canoë avec des ailes, est arrivé en volant, plus grand qu'un bosquet de pins, surpassant le plus grand des plus grands arbres. » Et les vieux hommes et les vieilles femmes, se regardant les uns les autres, se mirent à rire bêtement. Ils dirent, « Qu'à, nous ne te croyons pas. » Il leur dit que de la bouche du grand canot, Vevasimo, l'éclair, et Anemiki, le tonnerre, étaient venus le saluer. Alors, les guerriers et les femmes rirent à voix haute du pauvre Yagu. Ils dirent, « Qu'à, quel bobard nous racontes-tu là? Dans le grand canoë avec des ailes, il est venu des gens, une centaine de guerriers, dit-il. Tout leur visage était peint en blanc, et de la chevelure recouvrait leur menton. » Et les guerriers et les femmes rirent, et crièrent par dérision, comme les corbeaux sur les sommets des arbres, comme les corneilles sur les cruches. « Qu'à, dirent-ils, quel mensonge nous racontes-tu là? Penses-tu que nous te croyons? » Tous s'en moquaient sauf Yawata. Il parla gravement et répondit à leurs railleries, et à leurs plaisanteries. « Tout ce qu'Yagu nous a dit est vrai. Je l'ai vu dans une vision, j'ai vu le grand canoë avec ses voiles, j'ai vu les gens avec des visages blancs, j'ai vu la venue de ces barbus, ces gens inexpressifs du vaisseau, des régions du matin, du sol d'où Vaboun s'élève. Jitche Manitou, le Tout-Puissant, le Grand Esprit, le Créateur, nous les a envoyés ici sur sa demande. Il nous les a envoyés avec son message. Peu importe où ils se déplacent, un essaim de mouches qui piquent, les hameaux, un essaim d'abeilles, les fabricants de miel, se déplacent devant eux. Peu importe où ils marchent, une fleur inconnue poussera parmi nous, sous leurs traces, elle poussera dans l'empreinte du pied de l'homme blanc, pour atteindre sa floraison. Alors, permettez-nous d'accueillir les étrangers, de les comme nos amis et nos frères, et de les considérer comme le bras droit du cœur. Donnez-leur votre amitié quand ils viendront nous voir. Jitche Manitou, le Tout-Puissant, m'a révélé tout cela dans une vision. J'ai vu aussi, dans cette vision, tous les secrets qui arriveront dans l'avenir, ceux des jours éloignés, lesquels seront le futur. J'ai vu des pays qui sont à l'ouest, des nations inconnues, surpeuplées. Tout le sol était plein de gens agités, luttant, travaillant, s'efforçant, parlant beaucoup de langues, avec leurs propres émotions, mais un seul cœur battait dans leur sein. Dans les boisés résonne leur hache, en provenance de leur ville s'enfument toutes les vallées, leurs grands canoës de tonnerre parcourent tous les lacs et rivières.
Alors une vision plus lugubre, plus sombre, passa devant moi, vague et comme obscure. J'ai vu notre nation éparpillée, tous furent inattentifs à mes conseils, vous vous êtes affaiblis, guerroyant l'un contre l'autre, j'ai vu les restes d'un peuple, être férocement balayés à l'ouest, comme les gros nuages d'une tempête, comme les feuilles flétries en automne. Chapitre 22. Le départ d'Hiawatha. Sur le rivage du Gitche-Gumi, sur les bords des grands lacs, dans l'embrasure de son wigwam, par un agréable matin d'été, Hiawatha était resté et attendait. Tout l'air était plein de fraîcheur, toute la terre était lumineuse et joyeuse, et devant lui, au travers le soleil, à l'ouest vers la forêt voisine, des essaims dorés, les hameaux, passaient des abeilles, les fabricants de miel, se déplaçaient en chantant dans le soleil brûlant. Le ciel brillait lumineusement au-dessus, et se propageait devant lui, au niveau du lac. L'esturgeon bondit de son sein, le faisant scintiller et briller au soleil. Les berges de la grande forêt réfléchissaient, dans l'eau. Chaque sommet d'arbre avait son ombre inanimée, à la surface de l'eau. Chaque trace de chagrin était partie, du front d'Hiawatha, comme la brume sur l'eau, comme le brouillard sur le pré. Avec un sourire de joie et de triomphe, avec un regard d'exaltation, depuis qu'il avait vu dans une vision, à propos de ce qui n'était pas encore arrivé, mais ce qui adviendra, Hiawatha restait et attendait. Ses mains étaient soulevées vers le soleil, les deux paumes tournées vers l'extérieur, et avec les doigts placés séparément, le soleil tombait sur ses traits, tachetant avec la lumière ses épaules nues, comme quand celle-ci tombe sur un chêne et forme des taches, par les interstices, au travers, les branches et les feuilles. Quelque chose flottait, volait littéralement sur l'eau, dans la brume à distance, quelque chose dans les bruines du matin, menaçant et soulevant l'eau, semblait par moments flotter, semblait par moments voler, il s'en venait de plus en plus près. Était-il Shinojebis le harponneur? Ou le pélican? Le chada? Ou le héron? Le chuchuga? Ou l'oie blanche? Vavbe vava? Avec l'eau qui dégouttait de ses plumes et de son cou verni, il était étincelant. Ce n'était ni une oie sauvage ni un cormoran, ni un pélican ni un héron, flottant, volant sur l'eau, par la bruine montante du matin. À ce moment, une embarcation avec des pagaies, s'abaissa et s'éleva sur l'eau, dégoûtante, étincelante au soleil. Et dans celle-ci venait une personne, du pays éloigné de Vaboun, du plus éloigné des royaumes du matin, à l'est, arrivait le chef en robe noire, le prophète, lui, le prêtre de la prière, le visage pâle, avec ses guides et ses compagnons. Et le noble Hiawatha, avec ses mains levées en l'air, qu'il tenait ainsi en signe d'accueil, les attendait plein d'allégresse, jusqu'à ce que le canot avec des pagaies vienne, se frotter sur les cailloux brillants, en rade sur la berge sablonneuse, jusqu'à ce que le chef en robe noire, le visage pâle, avec sa croix sur son sein, aborda sur la berge sablonneuse. Alors le joyeux Hiawatha pria à voix haute ce beau et sage langage, le soleil est à son plus beau, ô étrangers, parce que vous êtes venus de si loin pour nous voir. Toutes nos villes vous attendent dans la paix, toutes nos portes vous sont ouvertes. Tous nos wigwams vous sont ouverts, nous vous donnons la main droite du cœur. Jamais la terre n'aura été autant épanouie, jamais le soleil n'aura brillé autant, que ce jour-ci, où tout brille et fleurit, parce que vous êtes venus de si loin pour nous voir. Jamais notre lac n'aura été aussi tranquille, ni aussi libre de ses roches à fleurs d'eau, ni aussi libre de ses bancs de sable. Parce que votre embarcation en passant, a enlevé les deux grosses roches, ainsi que le banc de sable. Jamais avant notre tabac n'avait été aussi doux, et autant agréablement aromatisé, jamais les feuilles larges de nos plants de maïs, n'avaient été aussi belles à regarder, comme elles nous le semblent ce matin, parce que vous êtes venus de si loin pour nous voir. Et le chef en robe noire fit cette réponse, balbutia dans son langage un petit discours, dans des mots non familiers pour l'instant,
la paix soit avec toi. Yawata, la paix soit avec toi et tes gens, la paix de la prière, et la paix du pardon, la paix du Christ, et la joie de Marie. Alors le généreux Yawata conduisit les étrangers à son wigwam, les fit asseoir sur des peaux de bison, les fit asseoir sur des peaux d'hermine, et la bienveillante Nokomis amena de la nourriture dans des bols de bois, l'eau fut amenée dans des casseaux d'écorce, et le calumet de la paix, bourré et allumé pour leur fumeur. Tous les hommes âgés du village, tous les guerriers de la nation, tous les Josakides, les prophètes, les sorciers, les Vabénos, et les hommes médecines, les Médès, sont venus offrir l'hospitalité aux étrangers. Il est bien, leur dirent-ils, ô mes frères, que vous soyez venus de si loin pour nous voir. Dans un cercle autour de l'embrasure, ils s'assirent en silence, avec leurs pipes attendant pour voir les étrangers, attendant pour recevoir leur message. Jusqu'à ce que le chef en robe noire, le visage pâle, vint les saluer au wigwam. Ces derniers leur répondirent, ô frères, il est bien, que vous soyez venus de si loin pour nous voir. Alors balbutiant dans son langage, un petit discours dans des mots non familiers encore, le chef en robe noire, le prophète, expliqua son message aux gens, leur dit la signification de sa mission, leur dit à propos de la Vierge Marie, et de son Fils béni, le Sauveur, comment dans un pays éloigné, et à une époque lointaine, il avait vécu sur la terre, comme nous le faisons. Comment il avait jeûné, prié et peiné. Comment les Juifs, sa tribu, l'avaient accusé, s'étaient moqués de lui, l'avaient flagellé, l'avaient crucifié. Comment il s'est relevé, après sa mort d'où on l'avait déposé, marcha à nouveau avec ses disciples, et monta au ciel. Et les chefs firent cette réponse, nous avons écouté votre message, nous avons entendu vos paroles de sagesse, nous penserons à tout ce que vous nous avez dit. Il est bien pour nous, ô mes frères, que vous soyez venus de si loin pour nous voir. Alors, ils se sont levés, et sont partis chacun retournant dans son wigwam. Aux jeunes hommes et aux femmes, ils racontèrent l'histoire des étrangers, que le maître de la ville leur avait envoyés, du pays du soleil levant celui de Vaboun. La lourde chaleur étouffante, et le silence augmentait à mesure que l'après-midi d'été avançait. N'ayant qu'un léger bruissement en forêt, le seul chuchotement autour du chaud wigwam, était un son d'eau assoupie, ondulant sur la plage en dessous d'eux. Du champ de maïs, la sauterelle, Papukina, chantait de façon aiguë et incessante. Et les convives d'Yawata, là à cause de la chaleur estivale, dormaient dans le chaud wigwam. Lentement le paysage se réchauffa à petit feu, puis le crépuscule de fin de soirée, et sa fraîcheur, tomba, et les longs rayons de soleil, tournèrent leurs lances vers la forêt, se cassant sur les boucliers d'ombre, courant dans chaque embuscade secrète, pour chercher chaque fourré, chaque espace creux. Les convives d'Yawata étaient encore endormis, dans le silencieux wigwam. Yawata se leva de sa loge, fit ses adieux à la bonne vieille, Nokomis, parla en chuchotant, parla dans ses sages paroles, ne réveille pas les convives qui dorment. Je m'en vais, ô Nokomis, dans un long et lointain voyage, au portail du soleil couchant. Dans les régions du royaume des vents, celle du vent du nord-ouest, qui va d'un. Mais ces convives que je laisse derrière moi, je vous les laisse à votre garde et à votre attention. Voyez à ce que jamais aucun tort ne leur soit fait, veillez à ce que jamais ils aient à craindre d'être molestés, ni jamais qu'ils soient exposés au danger, ni qu'ils aient jamais à souffrir d'aucune suspicion, ni jamais qu'on leur refuse de la nourriture ou un abri, dans la tente d'Yawata. Il s'avança dans le village, fit ses adieux à tous les guerriers, fit ses adieux à tous les jeunes hommes, les persuadant, leur parlant sagement, je m'en vais, ô mes gens, dans un long et lointain voyage. Plusieurs lunes et plusieurs hivers seront passés, et auront disparu, avant que je ne revienne ici vous voir. Mais pour ce qui est de mes convives, que je laisse derrière moi, écoutez leurs paroles de sagesse,
Écoutez la vérité qu'ils ont à vous dire. C'est le maître de la vie qui les a envoyés, du sol de la lumière et du matin. Yawata était resté sur le rivage, tourné et brandissant sa main pour la salutation. De sur les cailloux de la berge, il lança son canoë d'écorce de bouleau. Pour naviguer, il le poussa en avant sur l'eau, lumineuse et claire, se chuchotant, à l'ouest, et avec entrain, il pointa par en avant. Et le soleil du soir descendant, rougit les nuages avec la rougeur de son feu, enflamma largement le ciel, comme une prairie, laissant au niveau de l'eau, une longue trace, et piste de splendeur, comme un ruisseau dévalant dans une rivière. Yawata navigua vers l'ouest, plein ouest, en direction de l'ardent coucher du soleil, naviguant dans les vapeurs violacées, naviguant dans le crépuscule, et les gens sur la berge, surveillaient le canoë flottant, montant, descendant, jusqu'à ce que le canoë d'écorce de bouleau sembla soulever, sur une haute mer en splendeur, jusqu'à ce qu'il leur semble sombrer dans les brumes, comme la nouvelle lune lentement, sombrant dans le lointain violacé. Et ils dirent, adieu pour toujours. Ils dirent, adieu, ô Yawata. Et les sombres et solitaires forêts sont sorties de leur profonde obscurité, soupirant, adieu, ô Yawata. Et les vagues sur les berges montaient, s'échouaient sur les cailloux, sanglotant, adieu, ô Yawata. Et le héron, le chuchuga, de son repère parmi les marais, cria, adieu, ô Yawata. Ainsi partit Yawata, le noble Yawata, le bien-aimé, dans la gloire du coucher du soleil, dans les buées violacées du soir, vers le royaume des vents, celui du vent du nord-ouest, qui va d'un, aux îles des bienheureux, au royaume de Ponema, dans le monde de l'au-delà. C'était celui-là même, qui dans sa frénésie, avait fait tourbillonner et amonceler du sable, sur les dunes de Najovidjou, quand, parmi les convives rassemblés, il avait dansé si gaiement et si follement. Au mariage d'Yawata, il avait dansé la danse du mendiant, celle qui plaît à tous. Maintenant, dans la recherche de nouvelles aventures, Popokkivis avait quitté sa tente, venant à toute vitesse au village, trouvant tous les jeunes hommes rassemblés, dans la tente du vieux Yagou, écoutant ses fabuleuses histoires, ses merveilleux contes. Il leur racontait l'histoire d'Ojig, le fabricant d'été, comment il avait fait un trou dans le ciel, comment il était monté en haut dans le ciel, et ainsi, il permit au climat d'été, le doux été de se perpétuer. Comment la loutre la première avait essayé. Comment le castor, le lynx, et le blaireau essayèrent à leur tour le grand exploit, du sommet de la montagne, ils frappèrent de leurs poings contre le ciel, ils frappèrent de leur front contre le ciel, ils craquèrent le ciel, mais ne purent arriver à le casser. Comment le carcajou se souleva, fin prêt pour la rencontre, s'inclinant les genoux à terre, comme un écureuil, appuyant ses bras par en arrière, comme un grillon. Il bondit une première fois, dit le vieux Yagou, une fois qu'il eut bondi au-dessus de lui, et yo, le ciel se courba, comme la glace recourbée en hiver sur les rivières, quand les eaux remontent par en dessous. La deuxième fois qu'il bondit au-dessus de lui, et yo, le ciel craqua, comme la glace en hiver sur les rivières, quand la fraîcheur est à son plus haut. Il bondit au-dessus de lui, une troisième fois, et yo. Finalement mis en pièces, le ciel fissuré, puis il disparut dans ce dernier, et Ojig, le vaisseau de pêche, avec un bon s'engouffra derrière lui. Écoutez-moi, cria Popokkivis, juste au moment où il entrait dans l'embrasure. Je suis fatigué de tous ces récits, je suis fatigué des vieilles histoires d'Yagou, je suis fatigué de la sagesse d'Yawata. On devrait faire quelque chose pour se distraire ici, cela serait mieux que cet interminable récit. À cet instant, il sortit sa pochette de peau de loup, puis y retira de façon solennelle, tout le jeu du bol et des osselets, le plus gazaigne, avec ses 13 morceaux.
Ils étaient peints en blanc sur un côté, et vermillon sur l'autre. 2 Kenabik ou grands serpents, 2 Ininevug ou hommes du Nord, Inuit, une grande matraque de guerre, Pugamogun, et un svelte poisson, le Kigo, 4 boules rondes, Ozavabik, et 3 Sheshebvug ou Canton. Tous étaient faits d'eau peinturée, tous sauf les Ozavabik. Ceux-ci étaient en cuivre, chauffés sur un côté donnant un ton cuivré, et étaient noircis sur l'autre. Il les plaça dans un bol en bois, les secoua et les brassa ensemble, puis les rejeta sur le sol devant eux, expliquant, et s'exclamant ainsi, tous les morceaux sont tombés le côté rouge en haut, sauf un grand Kenabik, ainsi qu'un Ozavabik qui n'est pas sur le côté lumineux et cuivré. 13 moins 2 égale à 11, donc 11 fois 10, plus 8, sont comptés. Alors une fois encore, il secoua les morceaux, les secouant et les brassant ensemble, puis, les rejeta sur le sol devant eux, s'exclamant encore une fois, et expliquant, les 2 grands Kenabik sont en blanc, les hommes du Nord, les Ininevug, sont en blanc aussi, tous les autres morceaux sont rouges. 13 moins 4 égale à 9, 9 fois 10, plus 8, sont comptés. C'est ainsi qu'il enseigna le jeu du risque. Ainsi, il exposait et expliquait les diverses possibilités qui pourraient survenir, les divers changements avec ces diverses significations. 20 yeux curieux le dévisageaient, plein d'empressement, il le dévisageait. Beaucoup trop de jeux, dit le vieux Yagou, beaucoup trop de jeux d'habileté et de hasard ai-je vu dans différents pays, ai-je joué avec différentes nations. Celui qui joue avec le vieux Yagou doit avoir des doigts très agiles. Quoique tu te penses très habile, je peux te battre, Popok-Kivis, je peux même te donner des leçons, dans ton jeu du bol et des osselets. Ils s'assirent et jouèrent ensemble, tous les hommes jeunes et vieux, jouant pour des tuniques, des armes, des vampoums, jouant toute la nuit, jouant jusqu'au petit matin, jouant jusqu'à ce que Yéna dise, jusqu'à ce que la ruse de Popok-Kivis les eût dépouillés de tous leurs trésors, des plus belles tuniques, des plus belles chemises en cuir de chevreuil, des tuniques d'hermine, des ceintures de vampoum, des panaches de plumes, des armes guerrières, des pipes et des pochettes.